Ça devait être le plus beau jour de ma grossesse. J'avais planifié ma baby shower pendant des semaines. Des décorations dans les tons pastels, des cupcakes faits maison, une musique sentimentale, tout le nécessaire. Je m'étais même glissée dans une robe rose pâle qui épousait mon ventre, dans l'espoir de me sentir radieuse et célébrée. Tandis que les invités commençaient à arriver dans mon petit appartement à Lyon, je souriais malgré ma nervosité. J'avais le pressentiment que quelque chose tournerait mal, mais je n'aurais jamais imaginé que tout exploserait de cette manière. Ma mère était venue de Marseille pour m'aider avec les préparatifs. Je la voyais s'affairer dans le salon, arrangeant les serviettes en forme de cigogne et souriant à chaque invité comme si elle était la plus importante. Ma meilleure amie, Lucie, était chargée de servir le punch sans alcool que j'avais préparé spécialement pour l'occasion. Tout semblait parfait, mais je sentais un nœud dans mon estomac qui m'empêchait de profiter pleinement. La famille de mon mari, Mathieu, est arrivée en retard, comme d'habitude. Sa mère, Catherine, la reine des commentaires passifs-agressifs, est entrée comme si elle était la propriétaire des lieux. Elle m'a embrassée sur la joue, m'a toisée de haut en bas et a dit « Oh, Sophie, ça se voit bien maintenant, hein ?» Je me suis mordu la lèvre et j'ai hoché la tête. Mon cœur battait la chamade. J'avais un secret, et je n'étais pas sûre que ce soit le bon jour pour le révéler, mais quelque chose en moi savait qu'il allait éclater au grand jour. Les tantes de Mathieu ont apporté des cadeaux emballés dans du papier bleu, alors que je leur avais répété 1000 fois que nous ne voulions pas connaître le sexe du bébé. « C'est que ça doit être un garçon, pour continuer le nom des Durand », disait toujours Madame Catherine, comme si nous étions au 19e siècle et non en plein 2025. L'après-midi avançait entre jeux stupides et conseils non sollicités. Toutes voulaient toucher mon ventre sans demander la permission, comme si mon corps était devenu propriété publique dès l'instant où j'étais tombée enceinte. Je souriais et je prenais sur moi, comme je l'avais fait pendant les 3 ans de mon mariage avec Mathieu. « Et vous avez déjà pensé à des prénoms ?» a demandé la cousine de Mathieu, celle qui me regardait toujours comme si je n'étais pas assez bien pour sa famille. « On est encore en train de décider », ai-je répondu, évitant de regarder mon mari, qui était dans un coin du salon, buvant une bière avec son père, Jean. Jean. Rien que de penser à son nom me donnait un frisson. Nos regards se sont croisés une seconde, et j'ai vu dans ses yeux cette lueur de complicité qui me retournait l'estomac. J'ai détourné rapidement les yeux, et je me suis concentrée sur l'ouverture des cadeaux, feignant l'enthousiasme pour chaque body et chaque hochet. Quand le moment de couper le gâteau est arrivé, Catherine s'est levée soudainement, tenant sa coupe comme si elle allait porter un toast. « Nous sommes tous très émus », a-t-elle dit avec cette voix mielleuse qu'elle utilisait quand elle voulait planter un couteau. « Mais avant de nous emballer, il nous faudrait un test de paternité. Juste pour être sûre, ma chérie. » Mon sourire s'est figé. J'ai senti le temps s'arrêter. Et puis Mathieu, sans même me regarder, a ajouté « Ça ne coûte rien de le faire. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas ?» Le silence s'est abattu sur la pièce. Tous les regards se sont posés sur moi. Ma mère a laissé tomber l'assiette qu'elle tenait, et le bruit de la porcelaine se brisant sur le sol a été comme le coup de feu qui donne le départ d'une course. Une course vers la vérité que je contenais depuis des mois, comme quelqu'un qui essaie de se voiler la face. J'ai vu les visages des invités, certaines mal à l'aise, d'autres dans l'expectative, comme si elles assistaient à un spectacle morbide. Lucie s'est approchée de moi et m'a posé une main sur l'épaule, mais je ne la sentais déjà plus. Je ne sentais que le poids des mensonges, des secrets, des nuits blanches à me demander comment j'en étais arrivée là. Et puis le bébé a bougé en moi, comme pour me rappeler que je n'étais plus seule, que mes décisions affecteraient quelqu'un d'autre. C'est ce petit mouvement qui m'a donné la force d'affronter ce qui venait, de cesser d'être la belle-fille complaisante, l'épouse parfaite, la femme qui endure pour ne pas faire de vagues. « Sophie » a insisté Catherine, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu ne t'es pas vexée, j'espère. C'est juste une précaution. On entend tellement d'histoires ces derniers temps. » J'ai balayé du regard chacune des personnes dans la pièce. Les amis de la fac qui étaient venus de Paris pour être avec moi, les voisines qui m'avaient vu grandir dans mon quartier, ma mère, les yeux brillants de larmes contenues, et enfin, Mathieu et son père, si semblables physiquement et si différents en essence. « Je ne suis pas vexée, Catherine », ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas. En fait, je trouve que c'est une excellente idée. Un instant, je les ai fixés tous les deux. J'ai senti la chaleur monter à mes joues,
Non pas de honte, mais de rage. J'avais toujours su que Catherine ne m'aimait pas. Dès le premier jour où Mathieu m'avait emmenée chez eux, dans cet hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine, elle m'avait regardé comme on examine un produit défectueux. Une fille de Belleville avec de grands rêves et aucun nom de famille reconnaissable. Mais je ne m'attendais jamais à ce niveau d'humiliation. Remettre en question publiquement qui était le père de mon fils. « Sophie, mon trésor, ne t'énerve pas », a dit ma mère en s'approchant de moi avec cette expression inquiète que je connaissais si bien. Ce n'est pas bon pour le bébé. Le bébé. Toujours le bébé. Comme si je n'étais qu'un réceptacle, un véhicule pour mettre au monde l'héritier des Durand. J'ai respiré profondément et j'ai caressé mon ventre. 7 mois de secrets, de doutes, de regards furtifs et de rencontres qui n'auraient jamais dû avoir lieu. J'ai regardé autour de moi. Les tantes et cousines de Mathieu fixaient leurs assiettes, évitant tout contact visuel. Mon cœur s'est serré. Le bébé a donné un coup de pied, sentant peut-être ma tension. J'ai passé une main sur mon ventre et j'ai laissé échapper un léger rire. Non pas parce que je trouvais ça drôle, mais parce que j'avais atteint ma limite. Je me suis levée lentement et j'ai ajusté ma robe. Le tissu semblait rêche contre ma peau. Ou peut-être était-ce moi qui étais trop sensible, comme un air à vif. En réalité, ai-je dit, d'une voix calme mais tranchante comme un rasoir, j'ai déjà fait un test de paternité. Mais ce n'était pas pour lui. J'ai tourné les yeux vers le père de Mathieu, assis tranquillement dans son coin. C'était pour ton père. Le verre lui a glissé des mains et s'est brisé en 1000 morceaux sur le sol. C'est alors que l'enfer s'est déchaîné. Catherine a laissé échapper un cri étouffé qui a résonné dans toute la pièce. Mathieu s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. « Mais bordel, de quoi tu parles ?» a-t-il crié. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Mais je n'ai pas bougé. Je suis simplement restée là, immobile et calme, observant la tempête que j'avais déclenchée. Le temps semblait s'être arrêté. Je pouvais voir chaque réaction au ralenti. La bouche bée de Lucie, les yeux exorbités de ma mère, la pâleur soudaine de Jean. C'était comme être hors de mon corps, observant une scène d'un feuilleton particulièrement dramatique. « Sophie, mon Dieu, qu'est-ce que tu racontes ?» Ma mère s'est approchée de moi, sa voix à peine un murmure. « Pense à ce que tu fais. » Mais j'avais déjà pensé. Pendant des nuits entières, pendant des promenades solitaires au jardin du Luxembourg, pendant des échographies auxquelles j'assistais seule parce que Mathieu était trop occupé, avec le cabinet d'avocats. J'avais pensé, j'avais pleuré, j'avais décidé. Jean était devenu livide. Ses lèvres tremblaient, comme s'il voulait parler mais n'y arrivait pas. Je me doutais de quelque chose depuis des mois. La façon dont il me regardait, les moments silencieux où nous étions seuls et qui en disaient trop. Un après-midi, il m'avait surprise en train de me regarder alors que je somnolais sur le canapé de son bureau, attendant que Mathieu termine une réunion. Il avait dit que c'était de l'inquiétude. Je savais que c'était autre chose. Cette nuit de décembre, après le dîner de Noël chez les Durand. Le vin, la musique, Mathieu appelant de Bruxelles pour dire que son vol était retardé et qu'il n'arriverait pas avant le lendemain matin. Catherine allant se coucher tôt avec une migraine. Et Jean, proposant de me ramener, insistant pour monter s'assurer que tout allait bien. Ce ne fut pas de la violence. Ce ne fut pas de la force. Ce fut pire. Ce fut de la faiblesse. La mienne, de me sentir seule dans un mariage qui s'effondrait. La sienne, de désirer ce que son fils avait, comme il l'avait toujours fait selon ce qu'il m'avait confessé cette nuit-là. Puis sont venus les regards complices, les messages aux excuses transparentes, les rencontres que je provoquais moi-même, parce que, dans ma logique tordue, je punissais Mathieu pour son indifférence. Jusqu'au jour où, la nausée matinale, le test de grossesse positif, la panique, je l'ai fait parce que je ne voulais pas vivre dans un mensonge, ai-je dit. Et vous ne devriez pas non plus. Catherine s'est jetée en avant. Tu mens. Tu essaies de détruire cette famille. Mais j'ai sorti l'enveloppe de mon sac et je l'ai jetée sur la table. Lila, ai-je murmuré. Mes mains tremblaient maintenant. Non pas de peur, mais de soulagement. La vérité n'était plus seulement mienne. L'enveloppe blanche est restée là, comme un objet extraterrestre au milieu de la décoration parfaite de ma baby shower. Les serviettes en forme de cigogne semblaient maintenant une cruelle blague du destin. « C'est absurde », a dit Catherine, mais sa voix n'avait plus sa fermeté habituelle. Mon Jean ne ferait jamais une chose pareille. Jamais. Mathieu regardait son père, cherchant dans ses yeux le démenti,
l'indignation, n'importe quoi qui réfuterait mes paroles. Mes Jean ne fixaient que le sol, où les éclats de son verre brisé reflétaient la lumière de l'après-midi. « Non, papa !» La voix de Mathieu était à peine audible. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. » Le silence qui a suivi a été plus révélateur que n'importe quelle confession. Lucie a commencé à demander aux invités de partir, avec cette efficacité pratique que j'ai toujours admirée chez elle. Ma mère est restée à mes côtés, me prenant la main avec force, comme quand j'étais enfant et que j'avais peur pendant un orage. « Ne partez pas », a dit soudainement Catherine, d'une voix que je ne reconnaissais pas. « C'est ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Un spectacle. Elle a toujours voulu être le centre de l'attention. »« Catherine, s'il te plaît. » La voix de Jean était rauque, comme s'il n'avait pas parlé depuis des années. « S'il te plaît quoi, Jean ?» Catherine s'est tournée vers lui, et pour la première fois, j'ai vu autre chose que du dédain dans ses yeux. J'ai vu de la douleur. Une douleur vraie et profonde. « Vas-tu me nier en face que tu as couché avec elle, avec la femme de notre fils ?» La pièce a explosé en chaos. Les cris de Catherine résonnaient comme si nous étions au premier jour des soldes aux Galeries Lafayette. Les quelques invitées restantes se regardaient, ne sachant pas si elles devaient rester par curiosité morbide ou fuir par respect. Ma mère s'est interposée entre Catherine et moi, tel un bouclier humain, tandis que Lucie tentait de calmer les esprits avec cette diplomatie qui la caractérisait. « Nous devrions parler de ça en privé », a-t-elle suggéré, mais plus personne ne l'écoutait. Mathieu était devenu muet, le regard perdu quelque part entre son père et moi. Il ressemblait à un enfant abandonné au milieu d'une tempête. Et un instant, j'ai eu pitié de lui. Il ne méritait pas ça. Personne ne le méritait. Mais la vérité ne méritait pas non plus d'être enterrée. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, ai-je dit, même si ma voix était à peine audible au milieu des cris. J'ai essayé de t'en parler, Mathieu. Plusieurs fois. C'était vrai. J'avais essayé de lui parler de notre mariage, de la distance qui grandissait entre nous, de la façon dont je me sentais invisible quand nous étions avec sa famille. Mais Mathieu avait toujours une réunion importante, un client à voir, un dossier à préparer. Le cabinet Durand & Associés était son véritable amour, sa véritable famille. « Quand ?» a-t-il finalement demandé, d'une voix que je ne reconnaissais pas. « Quand est-ce que c'est arrivé ?» Il n'avait pas besoin de préciser à quoi il faisait référence. Nous le savions tous. « À Noël ?» ai-je répondu. « Quand tu es resté à Bruxelles. » J'ai vu le souvenir se matérialiser dans son esprit. L'appel téléphonique l'avisant du retard de son vol. Sa voix fatiguée me disant de ne pas l'attendre éveillée. Mon silence résigné. « T'es un salaud. » Mathieu s'est tourné vers son père avec une telle violence que j'ai cru qu'il allait le frapper. Un putain de salaud. Jean ne s'est pas défendu. Il était resté assis, la tête basse, acceptant chaque mot comme un pénitent. Ce n'était pas que cette fois-là, ai-je dit, et tous les regards se sont tournés à nouveau vers moi. Ça a continué. La confession est tombée comme une chape de plomb. Catherine a vacillé et a dû s'appuyer sur le dossier d'une chaise. Son visage, toujours si soigneusement maquillé, était maintenant défiguré par les pleurs et la rage. « Pourquoi ?» Mathieu m'a regardé droit dans les yeux. « Pourquoi as-tu fait ça ?» La question m'a frappé de plein fouet. Pourquoi ? Il y avait des milliers de réponses possibles. Parce que je me sentais seule. Parce que je cherchais à me venger de ses absences. Parce que Jean m'écoutait quand je parlais, me regardait quand j'entrais dans une pièce, me faisait sentir que j'existais au-delà d'être la femme d'eux. Parce que j'étais brisée, ai-je finalement répondu. Et lui aussi. Ce n'était pas une excuse. Il n'y avait aucune excuse possible pour ce que nous avions fait. Mais c'était la vérité. Une vérité misérable et douloureuse. Le bébé a bougé en moi, comme pour me rappeler qu'il ne s'agissait plus seulement de nous. Il y avait une vie innocente au milieu de tout ce désastre. « Le test », a dit soudain Mathieu, en désignant l'enveloppe qui était toujours sur la table. « Je veux le voir. » Personne n'a osé la toucher au début. Puis Mathieu, furieux et confus, a attrapé l'enveloppe et l'a ouverte d'un coup sec. Ses yeux ont parcouru le papier, et j'ai vu son visage perdre ses couleurs. « Papa ?» a-t-il murmuré. « Dis-moi que ce n'est pas réel. » Jean a finalement parlé. Je ne voulais pas que ça arrive. Elle était vulnérable. Nous étions tous les deux, seuls. Le silence qui a suivi a été plus lourd que n'importe quel cri. Mathieu s'est tourné vers moi, des larmes se formant dans ses yeux. « Comment as-tu pu » a-t-il chuchoté. « Comment a-t-il pu »
Ils nous regardaient tous les deux comme des étrangers. « Ce bébé, est-ce que c'est même… » « Oui, » ai-je dit fermement. « C'est lui le père, pas toi. » Ses genoux ont fléchi, et il s'est assis, abasourdi. Catherine sanglotait de manière incontrôlable, s'accrochant à l'accoudoir comme si c'était la seule chose qui la maintenait à flot. J'ai ressenti un calme étrange. J'avais imaginé ce moment de tant de manières, mais jamais comme ça. Pourtant, c'était réel, cru, définitif. « Salope !» Le cri de Catherine a traversé la pièce comme un coup de fouet. Je savais que tu n'étais pas assez bien pour mon fils. Je savais qu'il y avait quelque chose de pourri en toi dès le premier jour. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas réagi. J'ai laissé ces mots rebondir sur moi sans me pénétrer. J'avais déjà entendu assez d'insultes dans ma vie pour savoir qu'elles n'avaient que le pouvoir que je leur donnais. « Catherine, ça suffit. » La voix de Jean était plus ferme que ce à quoi je m'attendais. « La faute est mienne, pas la sienne. »« Non, tu la défends ?» Catherine s'est tournée vers lui, les yeux exorbités. « Après ce qu'elle a fait, elle a détruit notre famille. » « Notre famille était déjà détruite, » a-t-il répondu avec un calme qui m'a surprise. On ne voulait juste pas le voir. J'ai vu l'impact des mots sur Catherine, sur Mathieu, sur chaque personne présente. La parfaite famille Durand, avec sa maison à Neuilly, ses vacances à Saint-Tropez, ses dîners de charité et ses relations politiques. Tout n'était qu'une façade, une belle et fragile façade qui s'effondrait sous nos yeux. « Je veux le divorce », a dit Mathieu après un long silence. Il ne me regardait pas, mais son père. De vous deux, de vous tous, de cette putain de famille. Je ne l'avais jamais vu comme ça, si vulnérable et si déterminé à la fois. Un instant, je me suis souvenu du Mathieu dont j'étais tombée amoureuse, l'étudiant en droit avec des principes et des rêves qui ne coïncidaient pas toujours avec ceux de son père puissant. « Mathieu, mon fils », a commencé Jean, mais Mathieu l'a interrompu d'un geste. « Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'en as pas le droit. » Le silence qui a suivi a été comme l'œil d'un cyclone. Un moment de calme trompeur avant que la tempête ne revienne avec plus de force. « Le bébé », a dit soudain Catherine, d'une voix que je ne reconnaissais pas. « C'est un Durand. Je ne permettrai pas qu'elle nous l'enlève. » Je l'ai regardée, incrédule. Après tout ce qui s'était passé, après l'humiliation publique à laquelle elle m'avait soumise, elle croyait encore avoir un droit sur mon fils. « Ce bébé est à moi », ai-je dit avec une fermeté que je ne me connaissais pas. « C'est moi qui déciderai qui fait partie de sa vie. »« On verra ce qu'un juge en dit », a répondu Catherine avec un sourire qui m'a glacé le sang. « Nous avons les meilleurs avocats de Paris. Et moi, j'ai la vérité, » ai-je répondu. « Et les preuves. » Ma mère, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a fait un pas en avant. « Je crois que ça suffit pour aujourd'hui, » a-t-elle dit avec cette autorité douce mais inébranlable que j'avais toujours admirée chez elle. Sophie a besoin de se reposer. Lucie a acquiescé et a commencé à rassembler mes affaires. En silence, elles ont préparé ma sortie comme s'il s'agissait d'une opération militaire. Les quelques invitées restantes ont pris congé avec des étreintes maladroites et des promesses vides de m'appeler bientôt. Avant de partir, j'ai jeté un dernier regard sur la scène. Le salon, avec ses décorations festives qui semblaient maintenant une blague cruelle. Les restes du gâteau non coupé. Les cadeaux pour le bébé, empilés dans un coin. Catherine, effondrée sur le canapé. Jean, le regard perdu. Et Mathieu, mon mari, un étranger maintenant, m'observant comme s'il ne m'avait jamais vraiment vue. « Je suis désolée », ai-je dit, sans savoir exactement à qui je m'adressais. Je n'ai jamais voulu que ce soit comme ça. Je suis sortie de cet appartement qui avait été mon foyer pendant 3 ans sans regarder en arrière. L'air frais de Paris m'a frappé le visage. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai respiré sans avoir l'impression d'étouffer. Ma main s'est posée sur mon ventre, où mon fils bougeait, inquiet, comme s'il sentait lui aussi que quelque chose avait changé pour toujours. Les résultats du test sont restés comme une bombe à retardement sur la table de cet appartement que je ne sentais plus comme le mien. En descendant dans l'ascenseur avec ma mère et Lucie, nous entendions les cris qui continuèrent de résonner à l'étage. La voix de Catherine, hystérique, celle de Mathieu, brisée, celle de Jean, à peine audible. « Viens à la maison », m'a dit ma mère quand nous sommes sortis dans la rue. Le soleil de l'après-midi parisien tombait sur nous, indifférent au drame que nous venions de vivre. « Tu viens à Marseille avec moi ce soir même. »
Mais je savais que je ne pouvais pas m'échapper si facilement. Je ne voulais pas fuir comme une criminelle. Je devais faire face aux conséquences de mes actes, aussi douloureuses soient-elles. Je vais rester chez Lucie quelques jours, ai-je répondu. J'ai besoin de réfléchir. Ma mère m'a serré fort dans ses bras, comme quand j'étais petite et que je tombais dans le parc. Ma petite, a-t-elle murmuré, dans quel pétrin t'es-tu fourrée ? Je n'avais pas de réponse à ça. Je savais seulement que le chemin que j'avais pris, aussi tordu soit-il, était irréversible. Cette nuit-là, dans le petit appartement de Lucie dans le Marais, j'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Pas pour Mathieu, ni pour Jean, ni même pour moi. J'ai pleuré pour mon fils, qui n'était pas encore né et portait déjà le poids de nos erreurs. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» ai-je demandé à Lucie, alors qu'elle me servait un tilleul. « Vivre !» a-t-elle simplement répondu, un jour après l'autre. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des appels de Mathieu, de mes beaux-parents, et même de quelques invités à la baby shower qui, je suppose, voulaient les détails croustillants pour les commenter dans leur groupe WhatsApp. Je n'ai répondu à aucun. C'est le 3e jour que Mathieu s'est présenté chez Lucie. Il avait des cernes profonds et semblait avoir vieilli de 10 ans en 72 heures. « J'ai besoin de te parler », a-t-il dit quand Lucie lui a ouvert la porte. Je me suis assise en face de lui dans le petit salon, avec mon ventre de 7 mois comme une barrière physique entre nous. Pendant quelques minutes, nous nous sommes juste regardés en silence, comme 2 étrangers qui partageaient trop d'histoires. « Pourquoi lui ?» a-t-il finalement demandé. De tous les hommes du monde, pourquoi mon père ? C'était la question à 1 million. Une que je m'étais posée d'innombrables fois au cours des derniers mois. Ce n'était pas prévu, ai-je répondu, sachant que cela sonnait comme une excuse bidon. J'étais seule, Mathieu. Tu n'étais jamais là. C'était toujours le cabinet, les clients, les dossiers. Donc c'est ma faute. Sa voix avait un tranchant que je n'avais jamais entendu auparavant. Je travaillais pour nous offrir une belle vie et tu me le rends en couchant avec mon père. Je n'ai pas dit ça, ai-je répondu, essayant de garder mon calme. La faute est mienne, et la sienne. Mais notre mariage était déjà brisé avant ça, et tu le sais. Mathieu a passé ses mains dans ses cheveux, ce geste si typique de lui qui me paraissait charmant autrefois et qui maintenant me semblait juste familier, comme un écho de quelque chose qui n'existe plus. J'ai parlé à mon avocat, a-t-il dit après un silence. Je veux le divorce. Je comprends, ai-je répondu, ressentant un étrange soulagement à entendre ces mots. Et je veux aussi une ordonnance restrictive contre mon père. Ça m'a surprise. Non pas pour la décision elle-même, qui était compréhensible, mais pour la détermination dans sa voix. Mathieu, c'est le père de notre fils, ai-je dit, me corrigeant rapidement. Cet enfant n'est pas mon fils, a-t-il répondu avec une froideur qui m'a glacé le sang, et je ne veux rien avoir à faire avec lui, ni avec toi. Ces mots faisaient mal, mais je ne pouvais pas le blâmer. À sa place, je ressentirais probablement la même chose. « Et ta mère ?» ai-je demandé, me souvenant des menaces de Catherine de se battre pour la garde. « Ma mère est anéantie », a dit Mathieu, et pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Elle est partie chez ma sœur à Nice. Elle ne veut plus jamais voir mon père. Je me suis sentie étrangement soulagée. Au moins, je n'aurai pas à affronter Catherine et ses menaces, pour le moment. Les papiers du divorce t'arriveront dans quelques jours, a continué Mathieu, retrouvant son sang-froid. Je ne veux rien de toi, juste que tu disparaisses de ma vie. J'ai acquiescé. C'était juste, plus que juste, compte tenu de ce que j'avais fait. Ah, il y a autre chose, a-t-il ajouté en se levant pour partir. Mon père a quitté le cabinet. Il est parti de la maison. Personne ne sait où il est. La nouvelle m'a fait l'effet d'une douche froide. Jean, disparu. Le père de mon fils, dont on ignorait où il se trouvait. Une partie de moi a paniqué. Une autre a ressenti du soulagement. Et une troisième, très petite et que j'avais honte d'admettre, a ressenti de la déception. Avais-je espéré qu'il vienne à ma rescousse ? Que nous formions une sorte de famille tordue ? C'était absurde. Je suis désolée, Mathieu, ai-je dit alors qu'il était déjà à la porte. Pour tout. Il m'a regardé une dernière fois, avec un mélange de douleur et de mépris que je n'oublierai jamais. Moi aussi, je suis désolée, Sophie, de t'avoir connue. Et il est parti. Comme ça, sans plus. 3 ans de mariage terminés en une conversation de 15 minutes. Les jours suivants furent un brouillard. Je suis retournée à l'appartement quand j'ai su que Mathieu avait déménagé.
J'ai rassemblé mes affaires, l'essentiel, et j'ai laissé le reste derrière moi. Des meubles que nous avions choisis ensemble, des photos de notre mariage en Bourgogne, des souvenirs de voyages en Grèce et en Italie. Tout est resté là, comme les restes d'un naufrage. J'ai emménagé temporairement dans un petit studio à Montparnasse qu'une amie de Lucie m'a loué à bon prix. De la fenêtre, je pouvais voir le parc Montsouris, où les mères promenaient leurs bébés en poussette. Bientôt, je serai l'une d'elles. Mais, contrairement à ces femmes, je serai seule. Ou c'est ce que je croyais. Une semaine après le déménagement, on a sonné à la porte. En ouvrant, je suis tombée sur Jean. Il était différent. Plus mince, une barbe de plusieurs jours, vêtu d'un jean et d'un simple t-shirt, au lieu de ses habituels costumes de marque italienne. Il semblait vulnérable, presque fragile. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé d'une voix que j'ai à peine reconnue. J'ai hésité. Une partie de moi voulait lui claquer la porte au nez, lui dire qu'il avait déjà causé assez de dégâts. Une autre partie voulait le serrer dans ses bras, chercher du réconfort dans les bras du seul autre être humain qui comprenait exactement ce qui se passait. 5 minutes, ai-je répondu en m'écartant. Il est entré et a regardé autour de lui, prenant note du petit espace, des meubles basiques, des cartons encore non déballés. Ce n'est pas Neuilly, ai-je dit avec une certaine ironie. C'est mieux, a-t-il répondu, et à son ton, j'ai su qu'il le pensait sérieusement. Nous nous sommes assis sur mon petit canapé, avec une distance prudente entre nous. Le bébé a bougé, comme s'il savait que son père biologique était proche. « Où étais-tu » ai-je demandé, rompant le silence. « Dans un hôtel près de la gare de Lyon », a-t-il répondu. À réfléchir, à essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là. « Et tu as compris » Il a secoué la tête. « Je sais seulement que j'ai détruit ma famille, mon fils, ma femme. Nous l'avons fait tous les deux, ai-je corrigé. Tu n'es pas le seul coupable. Mais je suis le plus âgé, a-t-il dit avec amertume. J'aurais dû être plus sage. J'aurais dû être plus fort. Je n'avais aucun argument contre ça. Moi aussi, j'aurais dû être plus forte, plus loyale, une meilleure personne. Que veux-tu, Jean ? Ai-je demandé, fatigué de ressasser le passé. Je veux faire partie de la vie de mon fils, a-t-il répondu, en regardant mon ventre. Pas comme un père. Je n'ai pas le droit de te demander ça. Mais peut-être comme quelque chose. Un ami. Un soutien. J'ai ri sans humour. Un soutien ? Après avoir disparu pendant une semaine ? Après m'avoir laissé affronter seule ta femme, ton fils, tout le monde. J'avais peur, a-t-il admis, et la sincérité dans sa voix m'a désarmée. J'ai toujours peur, mais je ne veux pas être comme mon père, qui nous a abandonnés quand j'avais 8 ans. Je ne veux pas que cet enfant grandisse sans savoir qui je suis. Le souvenir de l'histoire familiale de Jean m'a frappée. Son père, un entrepreneur de Lille qui avait disparu un jour sans laisser de traces, abandonnant sa femme et ses 2 enfants. La blessure qui ne s'était jamais vraiment refermée. « Je ne sais pas si je peux te faire confiance », ai-je finalement dit. « Je ne te demande pas de le faire maintenant », a-t-il répondu. « Je te demande juste une chance, pour te prouver que je peux être meilleure que ce que j'ai été jusqu'à présent. » Le bébé a donné un autre coup de pied, plus fort cette fois, comme s'il votait. Je suis sortie du studio quelques minutes après la visite de Jean. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de réfléchir. Paris en octobre a cet air mélancolique que j'ai toujours aimé, avec les feuilles mortes sur les trottoirs et ce ciel qui n'arrive pas à décider s'il veut être bleu ou gris. J'ai marché sans but dans le quartier, caressant mon ventre comme un talisman. Chaque coup de pied de mon fils me rappelait que, quoi qu'il arrive, je n'étais plus seule. « Qu'est-ce qu'on fait, petit ?» lui ai-je murmuré en m'asseyant sur un banc du parc. « On lui donne une chance, à ton père ?» Le mot « père » sonnait étrange sur mes lèvres. Pendant des mois, j'avais associé ce terme à Mathieu, imaginant ce que ce serait de le voir tenir notre bébé, lui apprendre à marcher, l'emmener à l'école. Maintenant, cette image s'était évanouie, remplacée par celle de Jean, un homme de 20 ans mon aîné, avec une vie déjà vécue, avec des erreurs déjà commises. Mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était un message de Lucie. « Tout va bien ? Ta mère s'inquiète. Appelle-la. » Ma mère. Je l'avais tenue à l'écart de mes pensées, trop occupée à gérer mon propre chaos. Que penserait-elle de tout ça ? De moi donnant une chance à Jean ? Je l'imaginais dans son appartement du Panier,
avec cette expression inquiète qui la caractérisait depuis la mort de mon père, quand j'avais 12 ans. Cette nuit-là, dans la solitude de mon studio, j'ai pris une décision. J'ai envoyé un message à Jean. Demain, les 2 magots, 11h. On parlera. Sa réponse est arrivée presque instantanément. J'y serai. Merci. Le soir même, j'ai appelé ma mère. Comment vas-tu, ma chérie ? A-t-elle demandé avec cette douceur provençale qui me manquait tant. Je survis, ai-je répondu honnêtement. Jean est venu me voir. Le silence à l'autre bout du fil m'a indiqué que la nouvelle ne lui avait pas plu. Et que voulait cet homme ? A-t-elle finalement demandé, sur un ton qui laissait clairement entendre son opinion sur cet homme, faire partie de la vie du bébé. Un autre silence. Maman, dis-moi ce que tu penses. Je pense que tu devrais venir à Marseille, a-t-elle dit, évitant ma question. Ici, tu serais tranquille, loin de tous ces gens. Je pourrais t'aider avec le petit. L'idée était tentante. Retourner dans ma ville, à mes racines, à la chaleur de ma mère, m'éloigner du scandale, des rumeurs, des regards de reproche. Mais je savais aussi que ce serait comme fuir. J'y pense, ai-je répondu, sans m'engager. Mais avant, je dois régler certaines choses d'ici. Quelles choses ? Tu as déjà les papiers du divorce, non ? Qu'est-ce qui te retient encore à Paris ? Le père de mon fils, ai-je répondu. Et les mots sont sortis seuls, sans filtre. Ma mère a soupiré à l'autre bout du fil. Sophie, ma chérie, cet homme s'est servi de toi. Il s'est servi de vous deux, de toi et de Mathieu. Tu crois vraiment qu'il va être un bon père maintenant ? C'était une question juste. Une que je m'étais posée 1000 fois. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je crois qu'il mérite une chance d'essayer. Et toi ? Qu'est-ce que tu mérites, toi ? La question m'a laissé sans voix. Qu'est-ce que je méritais ? Le pardon ? La compréhension ? Une seconde chance ? Ou est-ce que je méritais la punition de vivre avec mes erreurs pour toujours ? Je dois te laisser, maman, ai-je dit, évitant la question. Je t'appellerai demain. Cette nuit-là, j'ai mal dormi, comme toutes les dernières semaines. Le bébé était agité. Quand j'ai finalement trouvé le sommeil, j'ai rêvé de mon père. Nous étions sur la plage des Catalans, à Marseille, comme quand j'étais petite. Il m'apprenait à nager, soutenant mon corps sur les vagues, me disant de ne pas avoir peur, qu'il ne me laisserait pas couler. Je me suis réveillée avec des larmes aux yeux et la certitude de ce que je devais faire. Les 2 magots étaient presque vides à cette heure-là. Jean était déjà là quand je suis arrivée, assis à une table au fond, loin des fenêtres. Il semblait nerveux, jouant avec la cuillère de son café. « Merci d'être venu », a-t-il dit quand je me suis assise en face de lui. « Je ne le fais pas pour toi », ai-je précisé. « Je le fais pour lui. » J'ai posé une main sur mon ventre pour souligner mes mots. Jean a hoché la tête, acceptant la précision. J'ai réfléchi, ai-je commencé, sans détour. Je veux que cet enfant ait un père présent, responsable, qui l'aime et le respecte. Je peux être ce père, a-t-il interrompu, avec un peu trop d'enthousiasme. Laisse-moi finir, l'ai-je coupé. Je veux qu'il ait un père, mais pas nécessairement une relation entre toi et moi en tant que couple. Je ne t'aime pas, Jean. Ce qui s'est passé entre nous était une erreur qui a déjà causé trop de douleur. J'ai vu ses épaules s'affaisser légèrement. Avait-il vraiment pensé que nous formerions une famille heureuse ? Je comprends, a-t-il dit après un moment. Et je le respecte. Bien, parce que j'ai des conditions. J'ai sorti une liste que j'avais préparée pendant la nuit. Point par point, je lui ai expliqué ce que j'attendais de lui. Un soutien financier pour l'enfant, des visites régulières mais programmées, aucune interférence dans ma vie personnelle, un respect mutuel, et le plus important, plus jamais de mensonges. Si à un moment quelconque tu ne respectes pas l'une de ces conditions, c'est fini, ai-je conclu. Il n'y aura pas de seconde chance. Jean a écouté en silence, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il a pris une gorgée de son café, déjà froid, et m'a regardé avec une intensité qui m'a semblé à la fois familière et étrange. « J'accepte toutes tes conditions », a-t-il finalement dit. Et j'en ajoute une de plus. Si jamais tu sens que je ne suis pas le père que cet enfant mérite, tu as tout à fait le droit de m'éloigner de sa vie. Sa réponse m'a surprise. Je ne m'attendais pas à autant d'humilité. « D'accord », ai-je dit, tendant ma main pour sceller notre pacte. Il l'a prise, et un instant, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Pas pour nous, mais pour notre fils.
Le reste de la grossesse s'est déroulé dans une étrange normalité. Jean a tenu parole. Il m'a aidé financièrement, m'a accompagné aux échographies, a monté le berceau dans mon petit studio et n'a jamais, pas une seule fois, tenté de franchir la ligne que j'avais tracée entre nous. Ma mère est venue de Marseille pour passer le dernier mois avec moi. Au début, elle était méfiante envers Jean, mais peu à peu, voyant son intérêt sincère pour le bien-être du bébé, elle a un peu baissé la garde. « Il ne me plaît toujours pas », m'a-t-elle avoué un soir alors que nous préparions le dîner. Mais au moins, on dirait qu'il essaie. C'était plus que ce que j'espérais entendre d'elle. L'accouchement a eu lieu 2 semaines en avance. Une nuit de fin novembre, j'ai senti la première contraction alors que je regardais une série sur Netflix. J'ai appelé Jean, comme nous l'avions convenu, et il est arrivé en moins de 15 minutes, ma mère sur ses talons. « Tout va bien se passer », m'a-t-il dit en m'aidant à descendre les escaliers. Et pour une raison quelconque, je l'ai cru. L'hôpital Necker était calme cette nuit-là. J'ai été admise rapidement, et à ma grande surprise, l'accouchement a été plus simple que ce que j'avais craint. 7 heures plus tard, je tenais dans mes bras un petit garçon de 3,2 kilos, avec une tignasse de cheveux noirs et les yeux les plus sombres que j'ai jamais vus. « Bonjour, Paul », lui ai-je murmuré, en utilisant le prénom que j'avais choisi des semaines auparavant, en l'honneur de mon père. Jean, qui était resté à mes côtés pendant tout le processus, regardait son fils avec un mélange d'émerveillement et de terreur. « Tu veux le prendre ?» lui ai-je demandé. D'une main tremblante, il a pris le bébé. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Jean, l'homme d'affaires impitoyable, l'avocat qui ne sourcillait pas lors des procès les plus difficiles, s'est mis à pleurer. « Il est parfait », a-t-il dit entre 2 sanglots. « Merci de me donner la chance de le connaître. » Ma mère, qui observait la scène depuis un coin de la chambre, m'a regardé avec une expression qui disait « peut-être, juste peut-être, que ça peut marcher ». Les semaines suivantes ont été un tourbillon de couches, de biberons et de nuits blanches. Jean venait tous les jours après le travail, parfois juste une demi-heure. Parfois il restait jusqu'à ce que Paul s'endorme. Il ne s'est jamais plaint, n'a jamais trouvé d'excuses. 1 mois après la naissance, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Catherine. « Je veux voir mon petit-fils », a-t-elle dit sans préambule. Je suis restée sans voix. Après tout ce qui s'était passé, après le scandale et les menaces, elle voulait maintenant jouer à la grand-mère ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je finalement répondu. S'il te plaît, sa voix était différente, plus douce, presque suppliante. Je sais que je n'ai le droit de rien te demander, mais c'est mon petit-fils, mon sang. Et Mathieu ? Ai-je demandé, prudente. Il sait que tu m'appelles ? Mathieu est parti à Bordeaux, a-t-elle répondu. Il a demandé un transfert au cabinet là-bas. Il dit qu'il a besoin d'un nouveau départ. J'ai senti une pointe de culpabilité. Malgré tout, je n'avais jamais souhaité lui faire de mal. Je vais y réfléchir, ai-je finalement dit. Je te rappellerai. Ce soir-là, j'ai parlé à Jean de l'appel de Catherine. À ma grande surprise, il s'est montré compréhensif. C'est ta décision, a-t-il dit. Mais je pense que Paul mérite de connaître sa grand-mère, aussi compliquée que soit notre histoire. J'ai pensé à mon propre père, à la façon dont son absence avait laissé un vide dans ma vie. Je ne voulais pas que Paul grandisse avec ces mêmes vides. D'accord, ai-je décidé. Mais ce sera à ma façon et selon mes termes. Le lendemain, j'ai fait une petite valise avec l'essentiel. J'avais pris une décision que je ruminais depuis des semaines. Nous partons à Marseille, ai-je dit à ma mère quand elle est venue nous rendre visite. Pour un temps. J'ai besoin d'espace. J'ai besoin de réfléchir. Et Jean ? A-t-elle demandé, surprise. Il est au courant, il comprend. Il viendra nous voir quand il pourra. C'était vrai. Jean avait accepté ma décision avec une maturité qui m'avait surprise. Fais ce que tu as besoin de faire, m'avait-il dit. Je serai là quand tu reviendras, si tu reviens. Le soir même, alors que le TGV nous emmenait vers le sud, vers la chaleur et la lumière de la Provence, j'ai regardé mon fils endormi dans mes bras et j'ai senti, pour la première fois depuis longtemps, que je reprenais le contrôle de ma vie. Tout ira bien, mon petit, lui ai-je murmuré. Je te le promets. 1 mois plus tard, je me suis installée définitivement dans un petit appartement sur le cours Julien, dans le centre de Marseille. Ma mère voulait que je reste avec elle dans le panier, mais j'avais besoin de mon propre espace. J'avais besoin de me prouver que je pouvais le faire.
que je pouvais élever Paul toute seule. L'argent n'était pas un problème, du moins pour l'instant. Jean avait insisté pour me verser une somme mensuelle plus que généreuse, et mes indemnités de la maison d'édition parisienne me donnaient une marge de manœuvre. De plus, j'avais déjà trouvé quelques traductions en freelance que je pouvais faire de chez moi, pendant que Paul dormait. L'hiver marseillais était si différent de celui de Paris. Ici, le soleil brillait même les jours les plus froids, se faufilant par les fenêtres et remplissant l'appartement d'une lumière dorée qui me rappelait que la vie continue, que les cycles se renouvellent, qu'il y a toujours une chance de recommencer. Catherine a finalement rencontré Paul lors d'une visite à Marseille. Ce fut une rencontre tendue, dans un café près de Notre-Dame de la Garde. Elle est venue seule, élégante comme toujours, mais avec un air de vulnérabilité que je ne lui avais jamais vu. « Il est magnifique », a-t-elle dit, les larmes aux yeux, en tenant Paul. Il ressemble à Jean quand il était bébé. Je n'ai pas su quoi répondre à cela. C'était vrai. Paul avait les mêmes yeux sombres et profonds que son père, la même forme de bouche. C'était un rappel constant de ce qui s'était passé, mais c'était aussi bien plus que ça. C'était mon fils, ma joie, ma raison de continuer. Je sais que je ne mérite pas d'être dans sa vie, a dit Catherine en me rendant Paul. Mais si tu me le permets, j'aimerais essayer. Pourquoi ? ai-je demandé, sincèrement curieuse. Après tout ce qui s'est passé, après la façon dont vous m'avez traitée, Catherine a regardé par la fenêtre, vers la bonne mer qui se dressait majestueuse à l'horizon. « Parce que j'ai perdu mon fils », a-t-elle finalement répondu, « et mon mari. Je ne veux pas perdre aussi mon petit-fils. » Il y avait de la sincérité dans ses paroles, et peut-être un peu de ce remords qui vient avec l'âge et la solitude. « Ce ne sera pas facile, l'ai-je prévenu. Je ne vous fais pas confiance. »« Je sais, » a-t-elle acquiescé. « Mais le temps guérit beaucoup de blessures. C'est ce qu'on dit. Je ne lui ai rien promis ce jour-là, mais j'ai laissé la porte entr'ouverte. Pour Paul, me suis-je dit, pour qu'il connaisse sa famille, aussi compliquée soit-elle. Jean venait à Marseille un week-end sur 2. Il logeait dans un hôtel près de mon appartement et passait ses journées avec Paul. Parfois, nous sortions tous les trois, nous promener au parc Borély ou prendre un café sur les terrasses du Vieux-Port. Ce n'était pas une famille conventionnelle, mais ça fonctionnait, à sa manière. « Tu es heureuse ici ?» m'a-t-il demandé un après-midi, alors que nous regardions Paul dormir dans sa poussette. « Je suis en paix », ai-je répondu. Et c'était vrai. « Et toi, tu es heureux ?» Jean a réfléchi à sa réponse. « J'apprends à vivre avec mes décisions », a-t-il finalement dit. « Et j'essaie d'être le père que Paul mérite. Tu t'en sors bien, ai-je reconnu. Et c'était vrai. Jean était devenu un père dévoué, présent malgré la distance, responsable à tous égards. Parfois, dans des moments comme celui-ci, je me demandais s'il pourrait y avoir quelque chose de plus entre nous, quelque chose de réel, construit sur la vérité et non sur des mensonges et des trahisons. Mais ensuite, je me souvenais de toute la douleur que nous avions causée, de toutes les vies que nous avions bouleversées, et l'idée s'évanouissait. Avec le temps, nous avons établi une routine. Jean venait à Marseille, j'allais parfois à Paris, pour que Paul connaisse aussi cette partie de sa vie. À ma grande surprise, Catherine est devenue une grand-mère plutôt correcte. Elle envoyait des cadeaux, appelait pour prendre des nouvelles de Paul, et nous rendait même visite de temps en temps. Un après-midi, près d'1 an après la naissance de Paul, j'ai reçu un message de Mathieu. C'était la première fois que j'avais de ses nouvelles depuis son départ pour Bordeaux. « J'ai rencontré quelqu'un », disait-il. « Nous allons nous marier. Je voulais que tu le saches par moi et non par des rumeurs. » J'ai ressenti un mélange d'émotions, de la joie pour lui, le soulagement qu'il ait tourné la page, et aussi une pointe de nostalgie pour ce qui aurait pu être si nous avions tous les deux pris des décisions différentes. « Je suis contente pour toi », ai-je répondu sincèrement. « Tu mérites d'être heureux. » Sa réponse est arrivée des heures plus tard. « Toi aussi. » Ces 2 mots ont signifié plus pour moi qu'il ne l'imaginait probablement. C'était une sorte de pardon, d'acceptation. Ça n'effaçait pas ce qui s'était passé, mais ça rendait l'avenir un peu plus léger. Cette nuit-là, en couchant Paul, j'ai pensé à l'étrange chemin qui m'avait mené jusqu'ici, à toutes les décisions, bonnes et mauvaises, qui avaient dû façonner ma vie, aux personnes que j'avais blessées et à celles qui m'avaient blessée.
aux erreurs que je ne pouvais pas changer et aux secondes chances que j'avais reçues. Paul s'est endormi, sa petite main agrippée à mon doigt. Je l'ai regardé, si parfait, si innocent, et j'ai senti une vague d'amour si pure qu'elle m'a coupé le souffle. Il était ma rédemption, ma chance de bien faire les choses. Je t'aime plus que tout au monde, lui ai-je murmuré, et je vais être la mère que tu mérites. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que je remettais à plus tard depuis des mois. J'ai appelé l'université où j'avais étudié les lettres modernes avant de déménager à Paris et j'ai demandé les conditions pour terminer mon diplôme. Il ne me restait que 3 matières et le mémoire de fin d'études. Je peux le faire, me suis-je dit en raccrochant. Je peux être mère et étudiante. Je peux construire un avenir pour nous. Quand j'ai parlé de mes projets à Jean, il a immédiatement proposé de m'aider avec les frais et la garde de Paul pendant que j'étudierais. « C'est ton rêve », a-t-il dit. « Tu parlais toujours de finir ta licence et peut-être de faire un doctorat. » J'ai été surprise qu'il s'en souvienne. C'étaient des conversations que nous avions eues, il y a des années, lors de ces dîners de famille, où je me sentais plus comme un accessoire que comme un membre de la famille. « Merci », ai-je dit, sincèrement reconnaissante. Ça compte beaucoup pour moi. Cet automne-là, alors que Paul marchait déjà et balbutiait ses premiers mots, je suis retournée sur les bancs de la fac. C'était étrange au début, d'être l'étudiante la plus âgée au milieu de tant de jeunes qui sortaient à peine du lycée. Mais j'ai vite trouvé mon rythme, redécouvrant ma passion pour la littérature et les langues. Mon professeur de littérature comparée a été impressionné par ma dissertation sur Garcia Marquez et m'a encouragée à envisager sérieusement le doctorat. « Vous avez une perspective unique », m'a-t-il dit. « La maturité vous donne un avantage sur les autres étudiants. » Maturité. Un mot intéressant pour décrire ce que les dernières années m'avaient apporté. Je préférais y voir une sagesse durement acquise. Quand Paul a eu 2 ans, j'avais déjà terminé mes études et je travaillais dans une petite maison d'édition marseillaise, traduisant des romans de l'anglais vers le français. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais il me permettait d'être proche de mon fils et de faire ce que j'aimais. Jean restait une présence constante dans nos vies. Il avait réduit son temps de travail au cabinet pour pouvoir passer plus de temps à Marseille. Parfois, il restait dans mon appartement, dormant sur le canapé, pour être plus près de Paul. « Tu as changé », lui ai-je fait remarquer un soir, après que Paul se soit endormi et que nous ayons partagé un verre de vin sur la petite terrasse. « Je n'aurais jamais pensé que tu renoncerais à une partie de ton travail pour qui que ce soit. »« Moi non plus », a-t-il admis. Mais quand Paul est né, j'ai réalisé que tout ce que j'avais poursuivi pendant des années, l'argent, le prestige, le pouvoir, ne signifiait rien comparé au fait de voir grandir mon fils. Il y avait de la sincérité dans ses paroles. Et pour la première fois, j'ai vu l'homme réel derrière la façade qu'il avait maintenue pendant tant d'années. Un homme vulnérable, imparfait, mais avec une capacité de changement qui me surprenait. « Il n'est jamais trop tard pour changer », ai-je dit, plus pour moi-même que pour lui. « Tu regrettes ?» a-t-il demandé soudainement. « Tout ce qui s'est passé ?» C'était une question complexe. Est-ce que je regrettais d'avoir blessé Mathieu, d'avoir brisé un mariage, d'avoir causé tant de douleur? Oui, absolument. Mais est-ce que je regrettais Paul, la vie que j'avais construite, la femme que j'étais devenue? Non, absolument pas. Je regrette le mal que nous avons fait, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne peux pas regretter Paul, ni d'avoir trouvé mon propre chemin. Jean a hoché la tête, comprenant la dualité de mes sentiments. « Je ne regrette pas Paul non plus », a-t-il dit, regardant vers la chambre où notre fils dormait. « Mais si je pouvais revenir en arrière, je ferais les choses différemment. Je serais honnête dès le début, avec toi, avec Mathieu, avec moi-même. » L'honnêteté, un concept si simple et pourtant si difficile à pratiquer. Combien de douleurs nous serions-nous tous épargnés si nous avions été honnêtes dès le début? Cette nuit-là, après le départ de Jean, j'ai écrit dans mon journal. Une habitude que j'avais prise depuis mon installation à Marseille. C'était une façon de traiter mes pensées, de laisser une trace de mon parcours. Aujourd'hui, Paul a dit lune, pour la première fois, ai-je écrit. Nous étions sur le balcon et il a pointé le ciel avec son petit doigt. Lune, a-t-il dit, avec une telle clarté que ça m'a coupé le souffle. À ce moment-là, j'ai su que tout, la douleur, la honte, les larmes, en avaient valu la peine. Pour lui, pour la femme que je suis devenue, pour la vie que nous construisons ensemble.
J'ai fermé le journal et j'ai regardé par la fenêtre. La lune brillait sur Marseille. La même lune qui avait éclairé mes nuits les plus sombres à Paris. La même qui baignait maintenant d'argent mon nouveau départ. « Merci », ai-je murmuré au ciel étoilé. Je n'étais pas sûre de savoir qui je remerciais exactement. Peut-être le destin, peut-être moi-même, peut-être simplement la vie de m'avoir donné une seconde chance. Cette nuit-là, en m'endormant au son doux de la respiration de Paul à travers le babyphone, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas connue depuis longtemps. Ce n'était pas une paix parfaite, rien dans ma vie ne l'était, mais elle était réelle, elle était mienne, et c'était suffisant.